La troisième possibilité peut être la dématérialisation. Les auteurs de science-fiction ont toujours mentionné cette possibilité. Et bien que cela nous paraisse de l'utopie aujourd'hui, dans l'avenir, il sera peut-être possible de dématérialiser un vaisseau spatial en pure énergie et d'envoyer ensuite ce même vaisseau à la vitesse de la lumière dans un autre système où il se rematérialisera. Il se réassemblera. Ceci jetterait un pont entre les distances. Prenons un engin hyperspatial. En tournant dans une direction à angle droit, on perdrait une dimension, et en tournant 3 fois à angle droit, on perdrait 3 dimensions. C'est ce qu'on appellerait une dématérialisation totale. En ce qui nous concerne, quand on tourne une dimension, on perd une dimension, la longueur, et donc on paraît être une surface plane, on paraît être une forme lumineuse. Par exemple, près de 83% des phénomènes ovnis ne sont que des formes lumineuses, et pourtant, la plupart des chercheurs rejettent ces cas qui sont intéressants. Les plus intéressants étant ceux où les formes lumineuses se matérialisent en forme matérielle et se redématérialisent en forme lumineuse avant de disparaître. Et je maintiens que vous regardez bien un tel phénomène quand vous voyez ça. Cela peut être décrit mathématiquement. Mais ce phénomène des aspects hyperspatiaux existe vraiment et il est possible de le montrer. J'ai pris une photo représentant les étoiles à travers la dématérialisation d'un soi-disant vaisseau spatial. Donc on rencontre ce dessin et c'est une partie du phénomène. Si la NASA arrive à ses fins, de nombreux représentants de la prochaine génération seront domiciliés sur Mars. Cette tendance a déjà débuté avec le développement d'une station spatiale. C'est le premier pas essentiel vers l'établissement de l'homme comme citoyen de l'univers. Professeur von Puttkamer, chercheur à la NASA. Quel est le véritable but à long terme de la station spatiale? Nous avons longtemps travaillé sur la question à la NASA. Nous avons commencé au début des années 60, sous la direction du docteur Werner von Braun et d'autres, à envisager des objectifs de grande portée, au-delà de la Lune, au-delà même de Mars. Et ce n'est que récemment, en fait c'est le 20 juillet 1989, 20e anniversaire du premier alunissage lors du vol Apollo 11, que le président George Bush a proposé un nouveau programme à grande portée, avec pour objectif de retourner sur la Lune et un jour d'atteindre Mars. C'est pour les États-Unis un engagement à long terme. Et comme nous développons la station spatiale, cette station spatiale sera utilisée comme un banc d'essai, un laboratoire pour tester de nouvelles technologies. On a besoin de l'espace pour tester ces nouvelles technologies. Tant que nous sommes sur Terre, nous ne pouvons qu'en parler. La question de savoir quelle technologie employer pour ce que nous appelons Initiative d'exploration spatiale, c'est le nom IES, Initiative d'exploration spatiale. Donc la technologie à employer dans le domaine de la propulsion, du maintien de la vie, des matériaux et des structures, de l'énergie et des communications, se trouve analysée et étudiée en ce moment par la NASA. Et nous le faisons dans de nombreuses catégories. Nous regardons dans les technologies actuelles, les technologies de demain et les technologies avancées qui sont celles d'après-demain. Ce qui était hier de la science-fiction est aujourd'hui une réalité très palpable. Les histoires fantastiques qui glaçaient le sang de nos grands-pères sont devenues une part indispensable de la vie moderne. Jesko von Puttkamer était conseiller de la NASA auprès du créateur de Star Trek, Gene Roddenberry. Professeur von Puttkamer. La raison pour laquelle j'ai travaillé avec Gene Roddenberry, c'est qu'il voulait que nous l'aidions à esquisser l'avenir tel qu'il pourrait être dans 200 ans, tel que nous voudrions qu'il soit. Très positif, avec une technologie devenue notre ami plutôt que notre ennemi, une technologie associée des humains. Bien sûr, il y a l'histoire elle-même de cette machine qui voyage à la recherche de son constructeur, son créateur. C'est vraiment une métaphore des humains cherchant Dieu. C'est l'histoire de la quête de Dieu. Et alors, il voulait que la NASA montre que la technologie que le film et les séries télévisées dépeignaient est exacte.
que la physique est exacte, que les mathématiques sont exactes, que l'astronomie est exacte. Le système de propulsion de Star Trek consiste en deux éléments. L'un est la source d'énergie, pour seulement fournir de l'énergie, qui est le système antimatière, et ça, c'est plausible. Mais la propulsion elle-même, pour faire avancer le vaisseau, l'hypervitesse, eh bien ça a un rapport avec le fait de changer d'espace et de se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Nous savons ce qu'est l'antimatière et que quand l'antimatière et la matière entrent en contact, il se produit une gigantesque explosion. Ça donne une énergie formidable. E égale mc2, égale mc carré, comme disait Einstein. Et c'est la réaction la plus puissante qu'on puisse avoir dans l'univers. Et le vaisseau Entreprise l'utilise. Il y a plusieurs modèles envisageables pour effectuer des voyages interstellaires ou même intergalactiques. Néanmoins, il faut être clair sur un point. Il peut y avoir de nombreuses possibilités auxquelles nous ne pensons même pas. En ce moment, nous avons des modèles théoriques, mais une civilisation avancée d'un autre système solaire, beaucoup plus vieux que le nôtre, peut avoir découvert de fantastiques moyens de voyager parmi les étoiles. Et pour eux, c'est peut-être pareil de voyager de Londres à New York que de voyager de Epsilon Eridani au système solaire. Le message des visiteurs se précise. La race humaine se crée plus de problèmes qu'elle ne peut en résoudre. Un changement de direction est nécessaire pour garantir une transition sûre vers l'avenir. Hans Petersen. Ils sont ici pour nous avertir. Ils ont lancé ce programme il y a 2000 ans environ. Ils sont très en avance sur nous techniquement et spirituellement. Ces gens ont une technique leur permettant de prévoir le développement dans le cosmos pendant des siècles. Et ils savaient, il y a des milliers d'années, ce qui arriverait sur Terre. Alors ils ont tout préparé pour cette situation. Et nous avançons vers notre destinée. Maintenant, ils sont ici, dans notre atmosphère, en grand nombre. Ils ont toujours été là. Ils sont ici en grand nombre pour voir ce que nous faisons, simplement parce qu'ils savent que nous nous tuons de plusieurs manières. Si nous ne pressons pas le bouton, nous nous empoisonnerons. Si nous ne nous empoisonnons pas, nous nous tuerons par trop d'habitants, par surpopulation, ou plusieurs autres raisons. L'énergie est le sang même d'une société civilisée, mais c'est aussi un outil qui doit être contrôlé. Hans Petersen. Ils volent sur ce que nous appelons l'énergie gratuite. Ils la tirent du cosmos et volent avec. Et vous pourriez faire pareil avec votre bateau, votre voiture, votre machine. Tout sur Terre pourrait être complètement gratuit. Croyez-vous que les compagnies pétrolières, les compagnies minières, les industries nucléaires, etc., l'accepteraient? Jamais. En dépit de nos problèmes, nous avons acquis une nouvelle conception de l'énergie cosmique. Thomas Burden. Nous avons découvert que l'univers était rempli d'énergie, une somme d'énergie inconcevable. Comme nous aimons à le souligner, un centimètre cube de vide selon la physique moderne contient, selon nos calculs, assez d'énergie pour produire plus de masse qu'il n'y en a dans l'univers visible. Il y a beaucoup d'énergie dans le vide pur. Il nous faut trouver le moyen d'en obtenir juste un peu, même le moyen le plus inefficace qu'on puisse imaginer, 10 puissance moins 80 serait déjà très efficace, et nous pouvons le faire. Ce qu'il y a, c'est que nous ne vivons pas dans un système fermé. Ça, c'est l'ancienne physique. La physique moderne, depuis la mécanique quantique, dit que le vide est une source d'énergie, mais c'est une sorte d'énergie particulière. Laissez-moi vous expliquer de quelle sorte. Quand un oiseau se pose sur une ligne à haute tension, il repose sur un potentiel très élevé. Mais entre ces deux pattes, il n'y a pas de différence de potentiel, pas de tension. Et ça, bien que de la ligne au sol, il puisse y avoir 100 millions de volts. Pour utiliser un chiffre théorique, hypothétique. Le petit oiseau peut poser tranquillement ses deux pattes sur cette ligne, soi-disant ligne à 100 millions de volts, sans qu'il n'y ait aucune tension entre ces deux pattes. Il ne sent rien.
qu'il touche d'une de ses pattes la moindre chose qui est la moindre différence de potentiel avec la ligne, et il grillera. Dans le vide, nous avons la même chose. Nous avons un potentiel extrêmement élevé, une charge du vide. Mais nous sommes immergés dedans. Ce qui fait que nous sommes comme le petit oiseau. Toute machine que nous mettons dans le vide ne possède aucune différence entre deux de ses pièces. Et donc, on ne prend pas de courant. Faisons une analogie avec une roue à aubes dans un fleuve. Ce qui procure de l'énergie, c'est le courant du fleuve, pas la pression dans l'eau. Et donc notre problème est de trouver le moyen de capter la pression plutôt que le courant, ou de convertir la pression en courant. On peut le faire. Et on peut capter l'énergie inépuisable qui est dans le vide. Ça a été fait. Et en faisant ça, on peut tirer en abondance une énergie électrique propre et gratuite directement du vide lui-même. Est-ce que je crois à l'énergie gratuite? Je peux prouver d'une manière concluante que l'énergie est là. La nature a été bonne. Nous sommes libres de faire tout ce que nous sommes assez intelligents pour découvrir. Mais nous devons utiliser notre cerveau et notre esprit pour le découvrir. Mais le mécanisme pour le faire est en nous, j'en suis persuadé. Des inventeurs avec lesquels j'ai travaillé, disons, au moins deux des très brillants inventeurs avec lesquels j'ai travaillé, ont produit des systèmes d'énergie gratuite qui sont vrais et qui fonctionnent. J'ai personnellement mesuré et utilisé ces systèmes. Ils sont vrais et fonctionnent. C'est possible. Et donc, c'est une énergie qui a la particularité de restituer la biosphère et de restituer la vie. Par exemple, elle est propre. Alors, vous n'auriez pas tous les agents de pollution issus des combustibles brûlés, et pour le nucléaire, tous les déchets, et ainsi de suite. Elle est très propre. Il ne reste absolument rien sinon de l'énergie. Et vous pouvez la faire passer du négatif au positif. Si vous avez besoin de la forme énergie positive, vous pouvez le faire et la refaire passer à la forme énergie négative. Vous atteignez un très bel équilibre énergétique. Elle a d'autres avantages très positifs qui ne se révèlent pas au premier coup d'œil. La Terre, le Soleil, la Lune ne sont pas seulement reliés par les radiations d'énergie électromagnétique normale, l'énergie diffusée externe. Il y a l'autre moitié inutilisée, l'énergie interne cachée. Si vous polluez une partie du système, la pollution nourrit et s'étend au système entier. Autrement dit, nous ne faisons pas que polluer la Terre à l'heure qu'il est, nous polluons aussi la Lune et le Soleil dans ses composantes scalaires. Et c'est ça qui peu à peu nous est rayonné en retour. Et donc la partie très vitale de l'énergie que les systèmes vivants doivent avoir continuellement, pour être des systèmes vivants, pour rester en vie, se trouve lentement affectée. Nous devons éliminer cette folie immédiatement, car c'est la pire pollution qui soit. La Terre, joyau du cosmos, miracle de la création qui vit et qui respire, foyer de l'humanité, association de dépendance et de loyauté mutuelle. Au fil du temps, l'homme a oublié sa loyauté et a commencé à empoisonner et à étouffer sa planète à cause de ses besoins croissants en énergie pour alimenter sa technologie. Un savant, grand visionnaire et plein de sagesse, Nikola Tesla, a entrevu le danger et offert au monde sa découverte de l'onde magique comme énergie non polluante. Mais son offre a été rejetée. Thomas Burdен. Tesla vous a donné le courant polyphasé, le courant alternatif, la transmission pratique d'énergie électrique, un champ électromagnétique tournant pour les moteurs et les générateurs, et vous a pour ainsi dire aidé à lancer le XXe siècle électrique. Sans Nikola Tesla, vos villes seraient toujours dans la pénombre. Vous n'auriez pas le courant électrique, et vous vous débattriez encore dans le noir. Alors oui, Nikola Tesla a été important pour nous. Si nous l'avions écouté, sur les autres parties de l'onde magique qu'il avait découverte, il nous aurait donné une énergie bon marché. J'ai écrit un article à Ottawa, au Canada, dans lequel je donnais le véritable mécanisme grâce auquel son transmetteur amplifié et grossissant a vraiment fonctionné. Il y a plus d'un millier d'articles dans la littérature scientifique qui montrent que ce mécanisme existe vraiment. Il aurait marché et aurait pu donner au monde une énergie moins chère. Vous n'auriez pu cependant avoir un compteur d'énergie là-dessus pour la vendre aux gens. Il l'aurait capté à peu de frais et librement, simplement en construisant des antennes et en branchant la prise. Le pouvoir d'alors a occulté l'œuvre de Tesla.
parce qu'il était sur le point de supprimer votre compteur d'énergie. Il vous aurait donné de l'énergie bon marché et propre. Il vous a donné la radio, les lampes fluorescentes et les choses qui ont permis les moteurs et les générateurs, le XXe siècle électrique. Il aurait donné encore plus, si nous l'avions écouté et soutenu. Sa connaissance avancée des lois de l'électricité et du magnétisme, combinée à sa capacité à les mettre en pratique, permet à Tesla d'entrevoir la génération suivante de l'électronique en ce qui concerne la lumière et sa structure. C'est un homme ambitieux, très apprécié de la société, à laquelle il montre une ampoule qu'il tient à la main et qui éclaire sans aucun branchement électrique. Tesla a dit « Je ne peux atteindre le succès dans ma vie qu'à travers l'autodiscipline, et je l'applique jusqu'à ce que mon souhait et ma volonté ne fassent plus qu'un. » Thomas Burdell. C'était un magnifique génie. Et s'il avait pu poursuivre son travail, le monde aurait une science en avance de 100 ans sur celle d'aujourd'hui. Et nous voici quelques 80 ans plus tard, après l'écroulement de son émetteur grossissant, nous voici en train d'essayer de redécouvrir ce que faisait Tesla, juste au tournant du siècle. Et de ce fait, nous avons près d'un siècle de retard. Voilà l'importance de Nikola Tesla. Le progrès est le fait d'aller de l'avant plutôt que de reculer. C'est la combinaison d'une prévision et de son accomplissement au service de son créateur, sans crainte des conséquences éventuelles. Il ne peut y avoir progrès sans respect de ses règles. Urgard Heim, cosmologue. Pour une chose qu'ils appellent le progrès, sans en avoir une définition propre. Je crois que l'innovation technique n'est pas un véritable progrès à long terme.